Il annonce en début de réunion, il y a des initiatives qu'on a lancées qui marchent bien et qu'on va continuer. Il y a d'autres expérimentations où finalement on pense que c'est pas dans notre cœur de business model et on va arrêter, comme la DCF. Et là on apprend au début d'une réunion de 3 heures qu'on est viré, alors que ça faisait l'aventure avait finalement duré que même pas 18 mois. Je suis toujours un peu étonné du fait qu'en particulier même dans des populations techniques, les gens ne prennent pas les bons outils. Avoir un gestionnaire de mot de passe, pour moi, c'est un must-have aujourd'hui. Donc voilà, utiliser Dashlane, de la même façon qu'il faut utiliser des brosses à dents. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, la réussite, c'est quand quelqu'un quitte l'entreprise en ayant appris beaucoup de choses avec nous et en ayant faire quelque chose d'encore mieux pour lui demain. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. En ce début de matinée, je suis avec Frédéric Rivin, CTO de Dashlane. Ce matin, on parlera sans doute un petit peu, voire pas mal, de problématiques de sécurité et de mots de passe, parce que ça fait partie du cœur de métier de Dashlane. Merci Frédéric de m'avoir accueilli dans tes locaux de si bon matin. Bonjour Pierre, enchanté et ravi de pouvoir discuter avec toi de tous ces sujets absolument passionnants, que ce soit effectivement la sécurité, la gestion des mots de passe, Dashlane et puis le reste de mon parcours. Le reste de ton parcours, il y a eu plusieurs étapes. On se connaît depuis quelques années. Moi j'ai une petite question. Est-ce que tu te rappelles notre première rencontre? Je suis pas sûr que tu t'en rappelles, mais pour moi c'était un moment un peu particulier. Oui, c'était la Digital Commerce Factory, petite start-up incubée par vente privée. J'arrivais sur le job de CTO avec un projet un peu en panique, un peu en souffrance et il y avait un de tes gars qui était dans l'équipe avec lesquels ça se passait pas très bien, donc on s'est rencontrés dans ce contexte-là pour voir comment est-ce qu'on allait gérer. Ah, tu te rappelles de cette première rencontre du coup? Ok. Ouais, je me rappelle du contexte, pas des détails, mais c'était le début effectivement d'aller-retour ensemble. Parce que du coup, effectivement, enfin pour moi, ça a été c'est une fois n'est pas coutume. Voilà, c'était une prestation un peu en souffrance sur un projet un peu compliqué. Et donc sur une première rencontre, j'étais dans mes petits souliers et pour être j'en garde pas un souvenir hyper mémorable, mais c'est vrai que j'avais apprécié le côté pas de prise de décision pressée, le côté analyse, prise de recul par rapport à une situation. Après, dans ton malheur, moi j'ai toujours une approche de la prestation qui est un peu particulière parce que pour moi, en particulier des structures comme vente privée ou BetClick après utilisaient beaucoup trop de prestataires. Et donc j'ai plutôt été dans un mode de nettoyage progressif et de recrutement en interne pour assurer la pérennité des équipes et des structures. Donc ça, c'était toujours un peu mon dada. Pour moi, la prestation, elle sert surtout pour avoir du renfort ponctuel. Le problème, c'est le ponctuel ou pour faire venir de la compétence que tu n'as pas en interne. Donc ça partait pas forcément sur des bases faciles dans ce contexte-là. Et c'est vrai que chez Vente Privée, à l'époque VP aujourd'hui, il y avait beaucoup de prestataires, beaucoup moins aujourd'hui. Ouais. Ce projet de DCF, il est chez VP, il s'est terminé comment? Il s'est un peu terminé en eau de boudin, comme on dit, dans le sens que donc la DCF, le contexte de départ, c'était de faire de la délégation e-commerce, d'accompagner des marques qui travaillaient avec vente privée pour vendre leur stock et leur mettre le pied à l'étrier sur une activité e-commerce. Et donc, par exemple, on a fait les sites e-commerce pour Karl Lagerfeld, pour Courrèges, pour des petites marques comme ça de luxe qui sont très loin du monde digital. Et il y avait une bonne idée parce que vente privée avait toutes les compétences, la logistique, le service client, la compta dans un monde e-commerce, etc. Toutes ces connaissances-là. Et donc c'était une bonne idée de s'appuyer sur ces connaissances-là pour accompagner les marques. La seule chose, c'est qu'ils ont commencé le projet un petit peu en sous-marin, dans un petit coin, etc. Et c'est à ce moment-là où moi je rejoins le projet qui est en souffrance, comme on disait, parce que à un moment c'est une vraie activité, quoi. Donc il faut mettre les choses en place. On commence à construire, on sort les premiers sites qui étaient déjà dans les tuyaux, on en vend d'autres, on les sort, et puis ensuite ce genre d'activité, il faut vraiment industrialiser. C'est un peu un principe de marque blanche, donc il faut avoir une plateforme e-commerce solide qu'on peut déployer et dérouler pour de multiples clients.
Et puis là, un beau jour, Jacques-Antoine Granjon, lors de la réunion trimestrielle des managers de vente privée, il annonce en début de réunion, bon bah voilà, il y a des initiatives qu'on a lancées qui marchent bien, qu'on va continuer. Il y a d'autres expérimentations où finalement on pense que c'est pas dans notre cœur de business model et on va arrêter, comme la DCF. Et là, on apprend au début d'une réunion de 3 heures qu'on est viré, alors que ça faisait l'aventure avait finalement duré que même pas 18 mois. Donc c'était un petit peu dommage à mon sens. Et puis la complexité derrière, ça a été d'assurer la transition, parce qu'on avait les sites e-commerce en délégation. Il a fallu trouver des repreneurs et accompagner la fin de l'aventure. Donc c'était un peu particulier. Ok, ouais, situation un peu spéciale. Ouais. Du coup, Ouais. tu la gères comment, toi, en titre perso? T'es plutôt du genre à avoir, être plutôt positif. Enfin voilà, c'est la vie ou... C'est la vie, c'est son choix. Hein. C'est à la fin du le CEO, c'est lui qui choisit la stratégie, qui choisit la direction. Ce que je regrette, c'est que les raisons pour lesquelles il a arrêté, en se disant tiens, on est sur un business model qui est très différent du business model vente privée, parce que le business model vente privée, c'est on prend des stocks, on les vend, tout le monde récupère de l'argent et on est sur une relation qui va durer, on va dire 3 mois, de l'ordre de quelques mois. Sur la délégation e-commerce, comme on accompagne la marque, on est plutôt sur une relation qui va durer plusieurs années. Alors effectivement, l'objectif c'était plutôt de leur faire à mesure de leur donner les clés, mais on est quand même sur 2 ans, 3 ans d'accompagnement. Donc c'est un business model très différent. Et ça, il aurait pu s'en douter avant de commencer et plutôt que de réaliser a posteriori. Mais bon, après moi, je retire toujours de ces aventures-là, qu'elles soient positives ou moins positives, des apprentissages, puis des rencontres aussi. J'ai rencontré plein de gens à cette époque-là de la DCF avec qui j'ai gardé contact aujourd'hui. Et voilà, on grandit toujours, quels que soient les obstacles et les difficultés dans notre parcours. T'étais CTO J'étais CTO, exactement. Et c'était ton premier poste ou t'as vu d'autres postes de CTO? Alors c'était mon premier rôle officiel en tant que CTO. Avant la DCF, j'étais dans une petite société de jeux vidéo qui s'appelait VisiWare, dans lequel il n'y avait pas réellement de CTO à proprement parler. En tout cas, il n'y avait plus de CTO quand je suis parti, mais dans lequel j'avais le rôle de la direction technique d'une entité, d'une partie du studio. Et du coup, un beau baptême du feu, du coup. C'est ça, exactement. Pour cette première expérience de CTO. Je t'entends, je crois que t'as l'habitude de dire que t'as un parcours un peu atypique, en tant que CTO, Oui, alors effectivement, classiquement, dans la tech française, on est CTO après avoir été ingénieur, développeur, on grandit les échelons, on devient lead dev, etc. Puis un jour, on devient CTO. Moi, c'est pas du tout mon parcours parce que en sortie d'école d'ingénieur, en fait, je me suis retrouvé à plutôt faire de la gestion de projet. Et ça, c'était plus j'étais chez IBM au début de carrière parce que j'avais une bourse d'études d'IBM. Et puis dans les méandres de l'affectation au sein d'IBM, qui est un mastodonte, etc., je me suis retrouvé chez EDF à accompagner un déploiement de machines. À l'époque, on passait de Windows NT à Windows 2000, etc. Donc à accompagner les déploiements des machines, des postes des employés d'EDF au sein des agences. Donc voilà, ça a été plutôt de la gestion de projet. Bon, il y avait un peu de technique, etc., mais c'était globalement de l'accompagnement projet. J'ai refait un peu de développement, etc., mais ça a été finalement dans ces méandres-là assez rapide. Et donc je me suis retrouvé dans un rôle plutôt de coordination, de projet technique. Et c'est ce que j'ai fait après en arrivant chez VisiWare côté jeux vidéo, dans un rôle très différent, mais ça restait on va dire du leadership technique. Et je suis assez rapidement en fait été dans ce type de rôle où il faut manager, leader, recruter, accompagner plutôt que développer. Finalement, ça n'a jamais été un réel problème pour moi. On pourrait dire il y a des problèmes de légitimité, t'as pas fait le job des gens que t'encadres, etc. Mais à partir du moment, moi je trouve où t'as la curiosité technique. Moi j'ai toujours baigné quand même dans un environnement très technique. J'ai la curiosité, je m'intéresse à ce que tout le monde fait, qu'on soit un développeur, un QA, un chef de projet ou au produit, au design, etc. Et puis la légitimité, on l'acquiert parce que les gens vous font confiance, parce que vous savez les écouter, vous savez les encourager, vous savez aussi leur donner des orientations et les accompagner pour qu'ils fassent eux les bons choix. Même si typiquement aujourd'hui dans mon rôle de CTO chez Dashlane, les choix techniques c'est pas moi qui les fais, c'est mes équipes qui les font, mais je suis là pour m'assurer qu'ils les font et que ça avance. Ok. Donc ouais, aujourd'hui, dans tes rôles de CTO, toi plutôt coordination, recrutement. Ouais, souvent les nouveaux arrivants chez Dashlane, par exemple, ils me posent la question, c'est quoi ton rôle ? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui en tant que CTO ? Et la façon dont je leur décris mon rôle, c'est je leur dis,
Aujourd'hui, vu la taille de l'équipe et vu les enjeux de croissance Dashlane, la grande partie de mon rôle, c'est un rôle de people manager en réalité. C'est m'assurer qu'on recrute les bonnes personnes, que les bonnes personnes démarrent bien chez Dashlane, qu'elles sont heureuses, qu'elles puissent travailler de façon efficace, et puis accompagner le cycle de vie de l'employé jusqu'à le jour où elles partiront de Dashlane pour aller faire autre chose. Et d'ailleurs, dans cette partie-là, pour moi, un succès, c'est le jour où les personnes partent faire des choses encore plus intéressantes pour elles et qu'elles ont pu grandir à travers leur parcours chez Dashlane. Donc ça, c'est la grosse partie de mon job, et finalement, ça représente probablement quasiment la moitié de mon temps passé. Il y a un gros tiers qui va être moi ce que j'appelle les opérations. En tant que CTO, mon objectif c'est de s'assurer que la machine engineering elle délivre pour nos clients et pour notre business. Donc beaucoup d'opérationnels. Est-ce qu'on a la bonne organisation? Est-ce qu'on a les bons process? Est-ce qu'on a les bonnes personnes aux bons endroits? Donc toute cette structuration de faire travailler tout le monde ensemble, c'est une grosse partie de mon rôle. Et finalement la partie mineure aujourd'hui, c'est vraiment la technique. Alors ça reste important parce que c'est diffus à travers tout le reste. Mais aujourd'hui, je suis plus dans la définition de la stratégie technologique, de me dire ok vers où on va, quelles sont les bonnes orientations pour demain ou pour après-demain même, plus que ok c'est quoi la code, de faire de la code review au quotidien ou de faire de l'architecture au quotidien. Après ça m'intéresse toujours de lire les revues d'architecture pour mettre mon grain de sel dedans, mais en réalité je pourrais ne pas le faire, ça changerait pas grand chose. Il faut juste que je m'assure que l'équipe elle soit dans les bonnes conditions pour le faire efficacement. Ok, on a commencé à évoquer Dashlane. Dashlane, ça parle peut-être pas à tout le monde. Donc sur l'aspect produit, ce que vous développez, ce que vous proposez, est-ce que tu peux en dire? Oui, alors à la base, on a un gestionnaire de mots de passe. Hein. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on vous on vous permet de stocker vos identifiants, tous les mots de passe que vous pouvez avoir sur Internet, etc. Et puis surtout, la magie de Dashlane derrière, c'est au-delà du stockage, c'est que quand vous allez naviguer sur Internet, on va auto-remplir les champs de login, de mots de passe, etc. pour vous, avec ce qu'on a dans votre coffre-fort numérique finalement. Et ça permet de gagner beaucoup de temps et ça permet aussi d'être plus sécurisé plutôt que de se souvenir d'un seul mot de passe qu'on utilise partout, ce qui est la pire des choses à faire. Bon, les mots de passe, c'est un vrai sujet, la sécurité. Aujourd'hui, voilà, si on ouvre un peu le capot allez, quart d'heure technique. Ouais. Si on ouvre un peu le capot de Dashlane et du produit, comment vous faites? Quelles difficultés vous rencontrez d'un point de vue technique? Quelle architecture vous mettez en place pour vous assurer de la sécurité en fait? Ouais. En fait, c'est finalement assez simple. C'est beaucoup de bon sens, la sécurité. Il faut utiliser des bons principes. Et donc chez nous, c'est ce qu'on appelle la Zero Knowledge Architecture, donc une architecture en gros qui fait qu'on ne connaît jamais les données utilisateurs. Et c'est un principe qui est très basique. Hein. Globalement, comment est-ce qu'on fait pour que, quelle que soit la situation, Dashlane, un pirate, une institution gouvernementale puisse jamais accéder aux données utilisateurs? C'est ça le principe de base et tout est construit autour de ça. Et derrière, effectivement, il y a de la crypto, il y a des algorithmes qui sont faits pour que ça fonctionne comme ça, mais c'est très, très simple comme principe de base. Après, il faut l'appliquer et c'est là où ça devient plus complexe. Si par exemple, on parle du partage de l'identifiant entre deux utilisateurs, j'ai l'utilisateur A qui a envie de partager son mot de passe Netflix avec l'utilisateur B. Comment est-ce qu'on fait pour que ce mot de passe il soit transféré de l'un à l'autre sans qu'il puisse y avoir quelqu'un entre les deux qui intercepte le mot de passe? Donc là, on a des échanges cryptographiques assez complexes qui permettent de faire le passe-plat et s'assurer que c'est toujours la personne A et la personne B qui ont le mot de passe et pas quelqu'un d'autre. C'est des algorithmes de crypto que vous avez développés vous-même ou... Alors, on a développé les algorithmes, par contre les primitives cryptographiques, on utilise les primitives du marché, les standards, parce que c'est ceux qui ont été éprouvés et qui sont robustes, etc. Alors il faut suivre le progrès technologique sur ces aspects-là. Donc par exemple, la crypto originelle qu'on utilisait, c'est un truc qui s'appelait PBKDF2. Aujourd'hui on est passé à Argon 2. Qui s'appelait comment? PBKDF2. D'accord. Voilà. Non, ouais, donc ça c'est les algorithmes de dérivation. Alors là on est passé à Argon 2, on suit les évolutions technologiques, mais finalement c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu c'est plutôt comment on les exploite, comment on s'assure qu'on les exploite de la bonne façon, et comment est-ce qu'on s'assure qu'on maintient, je parlais de zero knowledge, comment est-ce qu'on maintient ces principes de base qui nous assurent la sécurité pour nos utilisateurs, mais aussi pour nous en tant qu'entreprise. Alors, du coup, là, quand tu l'expliques, tu dis, finalement, c'est beaucoup de bon sens, c'est des principes simples. Est-ce qu'un principe simple s'implémente facilement? Non, c'est ça la complexité, parce que justement, Dashlane reste un produit relativement technique,
Et donc nous, l'enjeu, c'est vraiment comment est-ce qu'on abstrait cette complexité technique pour rendre l'outil encore plus simple, encore plus accessible, encore plus facile d'usage. Et ça, c'est ça qui est très difficile. Trouver le bon compromis entre maintenir le bon niveau de sécurité avec le bon niveau de confort et le bon niveau de simplicité pour l'expérience utilisateur. Et aujourd'hui, malgré tous nos efforts, et ça fait un moment qu'on est sur le sujet, moi je trouve qu'on est encore trop compliqué. Si on donne Dashlane à Madame Michu, à ma grand-mère, etc., elle peut pas démarrer toute seule, quoi. C'est trop compliqué. Donc comment est-ce qu'on arrive à trouver des astuces pour rendre ça encore plus simple, encore plus facile de prise en main. C'est un peu ça notre enjeu finalement. On a un gros enjeu de design, d'expérience utilisateur et d'abstraire ou de cacher la complexité technique. Parce que du coup, tu lances Dashlane, faut configurer des choses, faut utilisateur, comme tu vois la question ingénue. Ouais, non, c'est ça. Pas encore. Non, mais faut démarrer, il faut importer ses mots de passe, il faut commencer à avoir Dashlane sur son extension navigateur, puis après sur son téléphone. Il faut, comme tu dis, il faut un peu configurer comment est-ce que tu as envie que Dashlane te gère ta vie en ligne, etc. Et on essaie d'accompagner tout ça, mais ça reste un vrai enjeu de simplification pour nous. Pour toi c'est possible? Parce que là, dit comme ça, j'ai l'impression que c'est quand même faudra toujours installer une extension, faudra toujours. Oui, alors effectivement, on aura toujours des contraintes, mais moi je dis que c'est un petit peu comme comme l'hygiène dentaire. J'aime bien utiliser cette métaphore. Le dentiste, il va te dire, prends une brosse à dents manuelle, une brosse à dents électrique. Voilà comment il faut se brosser les dents. Tu vois, il te montre tout ça. Et puis après, c'est un peu à toi quand même de faire l'effort au quotidien de te brosser les dents. Dashlane, c'est un peu pareil. On te donne des outils, on te montre comment faire, on essaie de rendre ça le plus accessible possible. Mais à la fin, c'est quand même à toi de gérer ton hygiène numérique et de t'assurer que oui, tu as laissé Dashlane générer un mot de passe unique et complexe pour tel site, qu'au fur et à mesure du temps, on va te dire, tiens, au fait, ton mot de passe LinkedIn, il a été breaché, il a fuité dans le piratage qui a eu lieu chez LinkedIn en 2016, ce serait bien peut-être de le changer. Mais après, c'est quand même à toi de le faire. Alors, on essaie de rajouter des petites astuces ou des petits outils, comme par exemple on a une fonctionnalité dans Dashlane qui s'appelle Password Changer, qui est un changement de mot de passe automatique. Donc ça, t'appuies sur un bouton et c'est Dashlane qui fait tout pour toi. Malheureusement, là il y a un gros enjeu technique derrière parce que c'est compliqué de le faire de façon universelle. Mais on va essayer de le faire sur tes sites principaux, etc. Donc on essaie de te rajouter ce genre de fonctionnalité pour t'aider à faire ça, mais à la fin, il y a quand même des choses à faire, toi, en tant que... Quand tu dis façon universelle, tu veux dire que ça se fasse automatiquement sur tous les devices d'un coup? Surtout sur tous les sites du monde. Une des complexités techniques de Dashlane, c'est aussi d'être compatible avec tous les sites sur Internet, indépendamment de leur technologie, de comment est-ce qu'ils ont été codés, de leur langue, etc. Donc tu vas être capable d'identifier... tiens, sur ce site, ce champ-là, c'est un champ de login, ce champ-là, c'est un champ de mot de passe, et de pas se tromper. Ça paraît simple, mais en fait, c'est extrêmement complexe parce que le web est tellement divers, et tellement fragmenté, et tellement peu standardisé que ça nécessite une technologie assez pointue. Et donc, si tu veux aller encore plus loin, quand tu veux apporter des fonctionnalités encore plus d'automatisation, là je parlais de changement de mot de passe automatisé, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut en fait finalement reproduire un comportement utilisateur d'aller sur le site, se loguer, aller sur la page de changement de mot de passe, faire le changement de mot de passe et s'assurer que tout ça a bien marché. C'est comme ça que ça se passe en fait. Finalement oui, c'est nous on reproduit on simule le comportement utilisateur et puis après t'imagines bien t'as les captcha, t'as toutes ces subtilités là, t'as le two factor qui se rajoute par-dessus, qui te rajoute des bâtons dans les roues. Il y a les captcha, ça veut dire que grosso modo automatiquement vous arrivez à détecter qu'il y a un captcha et alors si on peut le résoudre nous-mêmes, on le fait. Mais souvent, on a besoin de l'input utilisateur. Donc, pendant le process de changement automatisé, on va demander à l'utilisateur, au fait, tiens, là on a besoin de toi. Là, on a besoin de toi parce que on vérifie qu'on n'est pas un robot, mais qu'on est quand même un robot, en fait, derrière. Ok, voilà. Des fois, vous arrivez à le résoudre vous-même. Parfois, on arrive à le résoudre nous-mêmes, ouais. Parce que, typiquement, si c'est lié à un two-factor, on peut récupérer, en particulier sur mobile, on peut récupérer l'information automatiquement. Mais la plupart du temps, on a besoin de l'action de l'utilisateur. Et donc voilà, ça rajoute pas mal de complexité. On est aussi assez dépendant de nos écosystèmes. Comme je disais, on a une extension navigateur dans Chrome, on est sur iOS, on est sur Android, et donc on est capable aussi de faire à la mesure de ce que l'écosystème nous permet de faire au sein de l'écosystème Android ou iOS. Typiquement, un des gros changements pour Dashlane, ça a été il y a quelques années quand Apple a décidé de rendre accessible son API d'autofill, ce qui n'était pas le cas avant. Donc c'est-à-dire que nous, on a pu, au-delà de notre propre technologie, s'appuyer sur celle de Apple pour rendre un service de meilleure qualité. Donc ça, c'était positif pour nous et on essaie de faire un peu de lobbying auprès de ces écosystèmes pour qu'ils soient plus ouverts et moins des walled gardens. Et du coup, aujourd'hui, vos clients, c'est particulier, c'est des entreprises, Alors c'est les deux. En fait, nous, on est vraiment parti du monde du grand public, donc c'est essentiellement aujourd'hui encore du particulier. Ouais.
Alors je sais plus les chiffres, mais probablement quelque chose comme 80% encore particulier et 20% côté entreprise. Mais on sent qu'il y a beaucoup d'appétence côté entreprise. Forcément, ils sont à risque avec tout ce qui se passe en ce moment, avec les breaches, les ransomware, etc. Et donc on a une activité entreprise qui croît pas mal. Et je pense qu'en fait, on arrivera à terme à être plutôt du 50-50 grand public entreprise. De façon intéressante, on voit quand même qu'il y a quand même un grand manque de maturité encore côté entreprise, malgré le fait qu'il y a un réel enjeu. Et aujourd'hui, le piratage informatique dans les entreprises, c'est pas un mirage, quoi. C'est une réalité, et il y a beaucoup d'entreprises qui ont des problèmes vis-à-vis de ça. Donc il faut mettre un gestionnaire de mots de passe. C'est vraiment déjà un outil de base assez simple à mettre en œuvre, mais ça améliore significativement la sécurité globale de l'entreprise, quoi. Donc c'est quelque chose à faire. Bon, un gros marché. Un gros marché encore un peu immature, mais avec beaucoup de compétiteurs dessus, donc on verra si on y arrive, mais en tout cas c'est notre c'est qui vos concurrents? Alors sur le monde de l'entreprise, il y a nos concurrents directs, des boîtes comme LastPass, OnePassword, donc la niche des gestionnaires de mots de passe. Ouais. Mais d'une certaine façon, Apple et Google, c'est aussi des concurrents, parce qu'il y a Chrome Password Manager, il y a Keychain, etc. Alors on n'est pas sur une concurrence similaire par rapport à cela, parce que eux, c'est embarqué dans les écosystèmes. Et puis après, il y a des boîtes un peu plus dans le monde de l'entreprise, comme sur tout ce qui est SSO ou Cloud Directory, des gens comme Okta, comme Azure AD, etc. Alors on est un peu aux frontières entre eux et nous, donc voilà, c'est un peu des concurrents aussi d'une certaine façon. Donc il y a du monde, mais il y a un gros marché, et c'est un marché en croissance, donc j'espère que tout le monde aura sa place. Gros marché, grosse croissance, et c'est votre cas? Oui. Tu parlais tout à l'heure justement un de tes enjeux à toi, c'est de faire en sorte que les gens qui arrivent dans tes équipes soient bien accueillis, puissent monter en compétences, les onboarder, bien les recruter. T'as des objectifs quand t'es arrivé aujourd'hui, par exemple, la taille des équipes, ça fait quoi? Alors quand je suis arrivé chez Dashlane il y a à peu près 5 ans. L'équipe technique, c'était une vingtaine de personnes. Aujourd'hui, on est 120 à l'engineering, donc ça a pas mal grandi. On a un gros pic de croissance entre fin 2018 et début 2020. Puis pareil, il y a le Covid, donc on a tout arrêté. Et d'ailleurs, je trouve une grosse difficulté dans la croissance des startups, c'est d'essayer de pas avoir trop d'à-coups justement dans ces phases de croissance. Parce qu'on a tendance à pas recruter, et puis à un moment on a un gros pic de croissance, et puis finalement ça réduit un petit peu, et puis on réaccélère avec ça, et ça c'est assez difficile, assez douloureux pour les équipes en termes d'acclimatation, donc moi je suis plutôt dans un mode où j'essaye là de plus en plus d'avoir un rythme constant de recrutement. En gros, c'est une activité de fond qu'on a en permanence, où on recrute en permanence des gens, que ce soit parce qu'on veut grandir en tant que structure, ou parce qu'en fait il faut remplacer les départs naturels de gens qui vont faire autre chose au bout de quelques années. Voilà. Mais c'est dur à mettre en œuvre, c'est dur d'avoir ce rythme un petit peu constant, et puis il faut aussi s'adapter au changement du marché. Là, on a vu tout ce qui s'est passé avec le Covid. Recruter aujourd'hui, c'est pas la même chose que recruter il y a même 1 an et demi. T'as vu quoi comme changement? Typiquement, nous, le passage du remote, il a été. Alors, on était déjà distribué parce qu'on avait des équipes en France, au Portugal et aux US. Mais là, le fait de se dire, ok, maintenant, on est capable de recruter n'importe où, là, on l'a embrassé à fond. Alors, pour l'instant, on recrute que dans nos pays parce qu'administrativement, on n'a pas voulu faire l'effort de dire qu'on puisse recruter ailleurs, mais je pense qu'on y arrivera. Donc, on est en train de globaliser notre recrutement, et ça, c'est des enjeux assez intéressants aussi en tant qu'entreprise. Vous êtes sur quel site, tu dis? Aujourd'hui, on a des bureaux. Historiquement, on a un bureau à Paris, à Lisbonne et à New York. Ouais. On recrutait à Paris, à Lisbonne, à New York. Là, on a étendu en disant que maintenant, on est capable de recruter en France, au Portugal et aux États-Unis. Donc ça ouvre les marchés de façon assez massive. J'ai juste pour l'instant encore un peu des réserves sur le recrutement à côte ouest États-Unis pour des raisons de différence de fuseau horaire. Parce que la 9 heures de décalage avec la France, c'est un peu violent. Et puis en plus, la côte ouest, c'est quand même super cher, disons ce qui est. Donc recruter des ingénieurs sur la côte ouest, c'est pas forcément idéal. Mais sinon, globalement, là, on est en train de recruter. Si je prends des exemples, on a recruté quelqu'un dans le Colorado aux États-Unis, on a recruté quelqu'un à Thonon-les-Bains en France, on a des gens à Nice maintenant, quelqu'un dans le nord du Portugal. Donc voilà, ça c'est parti entre guillemets. Ce virage-là, il a été fait. Et pour moi, le virage d'après, ça va être de se dire que on va aller au-delà de nos frontières, parce qu'on est capable aussi d'employer des gens hors de nos bassins, on va dire historiques. Et ça pose pas des problèmes, tout simplement, des fois, de contrat de travail, juridique, ça pose plein de problèmes, et on va trouver des solutions. Hein. On est là pour ça. Donc, mais finalement, surtout quand on a besoin de recruter de façon
intensive, à un moment il faut aller aussi là où sont les gens et je pense que de plus en plus les gens vont être distribués. Quoi. Et donc grosso modo, si c'est constant, c'est tu recrutes 20 personnes par an à peu près, pas aller 25 avec le turnover peut-être. Alors non, la cible c'est plutôt 50 par an, on va dire. Bah non, parce qu'il y a le turnover, donc tu vas avoir, j'en sais rien, entre 10 et 15% de turnover naturel de gens qui partent faire autre chose. Donc il y a cela, plus bah voilà, si on essaie de croître autour de 20% par an, bah voilà, ça fait sur une équipe de 120 personnes. Tu vois tout le monde? Non, je vois plus tout le monde aujourd'hui parce que j'ai pas le temps. Donc je vois surtout les profils les plus seniors, les staff engineers, les managers, etc. Après, quand les gens veulent que je vois les candidats, ça me fait un plaisir. Et puis, je les vois tous, de toute façon, quand ils arrivent. Mais en recrutement, je vois plus tout le monde. Et comment ça s'organise avec les... tu vois, une question que je me pose, les RH qui recrutent, et quand tu dis, ben voilà, maintenant, vous pouvez recruter partout, pas encore partout dans le monde, mais... dans plusieurs pays, dans plusieurs langues différentes. Finalement, ils sont contents parce que ça leur ouvre aussi le champ des possibles. Et au départ, nos recruteurs, ils étaient en train de sourcer, par exemple, sur du LinkedIn, sur Paris pur, ou sur la région parisienne. Là, maintenant, tu leur dis, t'as la France pour recruter. Ça ouvre le champ des possibles et ça nous permet aussi d'avoir des candidats avec plus de diversité. Ça, c'est aussi un des gros enjeux dans le recrutement. Et c'est d'apporter de la diversité pour pas recruter que des garçons blancs parisiens, on va dire. Comment est-ce qu'on va chercher des différentes nationalités, comment est-ce qu'on va chercher plus de femmes dans le monde de la tech où on sait que c'est un enjeu, etc. Et peut-être indiscret, du coup, comment ça se gère d'un point de vue grille salariale? Est-ce que c'est, tu vois, non, c'est une bonne question. Fit, ils ont j'en avais parlé, ils ont une politique par pays, par exemple, tu vois. On n'est pas très clair encore de comment est-ce qu'on veut le gérer. Je pense qu'on va apprendre en le faisant. Ouais. Pour l'instant, on n'a pas fait vraiment de différence. On recrute avec des grilles françaises, portugaises et américaines. Donc plutôt par pays. Ouais, plutôt par pays. En réalité, vu les changements qui sont sur les marchés aujourd'hui, on voit tout l'argent qui a été injecté dans la tech française ces derniers mois. Je pense qu'il va y avoir quand même du nivellement par le haut sur le marché européen par rapport au marché US. Donc on va juste accompagner ces mouvements-là. Et puis l'objectif, pour nous, c'est de recruter au bon prix et de recruter, d'être capable de recruter, donc de payer correctement, sans payer trop, parce qu'on n'est pas non plus richissime. Donc on est aussi à ressources contraintes, mais il faut s'adapter au marché, suivre le marché. Et d'ailleurs, on benchmark régulièrement avec nos données à nous et avec des données du marché pour s'assurer qu'on paye de façon compétitive. Et ok. Et alors quand tu vois plus tout le monde, mais quand tu voyais encore pas mal les candidats, est-ce que toi il y a des questions est-ce que t'as une petite question, ta petite spéciale, une question qui revient que t'aimes bien poser, et est-ce qu'il y a une réponse qu'il faut pas te faire? Alors non, j'ai pas de petite spéciale, j'ai un fil conducteur assez général que j'utilise, qui est en fait, comme les candidats, ils ont déjà parlé de leur parcours. Généralement, je leur demande pas leur parcours, mais souvent, je leur demande quel est ce que j'appelle leur top et leur flop. En gros, c'est quoi le highlight de leur carrière jusqu'à présent? C'est quoi leur meilleure expérience et leur pire expérience? Voilà, juste ces deux extrêmes de leur parcours. Généralement, c'est assez intéressant de voir comment est-ce ils synthétisent leur parcours en juste un bon côté et un mauvais côté, on va dire. Et puis ensuite, moi, je parle beaucoup de Dashlane en disant, OK, pourquoi Dashlane? Qu'est-ce qui vous intéresse chez Dashlane? C'est quoi votre rôle, votre job idéal? Est-ce qu'on est sûr qu'il y a un alignement entre ce que vous avez envie de faire et ce que Dashlane peut vous proposer? Et puis souvent derrière, je parle surtout beaucoup finalement de valeurs, d'état d'esprit, de comment est-ce qu'on pense les choses chez Dashlane. Je suis plus là pour m'assurer qu'il y a un fit entre l'ambiance Dashlane et la culture Dashlane et le candidat plus qu'autre chose, quoi. Et un peu sonder le potentiel. Et puis après, souvent, comme j'arrive en dernier sur la fin, je suis aussi là un peu pour vendre l'aventure. Si tout le monde a dit avant, ouais, c'est un super candidat, et je suis là aussi pour lui vendre l'aventure Dashlane. Ok. Et si je te posais la question, les deux highlights? Le highlight pour ma carrière? Ouais. Ah, c'est intéressant ça. Alors il y en a un qui va peut-être te surprendre, mais qui est une sorte de mini highlight, mais qui est chez BetClick. Un jour, j'ai reçu un courrier, un mail d'un ancien collègue qui était chez BetClick avant moi, qui avait quitté BetClick et qui quelques mois après m'a écrit en me disant
c'est un très gentil email où en gros il me disait qu'il avait adoré travailler avec moi pendant, je crois qu'on a travaillé 2 ans et demi ensemble, que je l'avais fait grandir et qu'aujourd'hui il pouvait passer à autre chose parce que j'avais pu lui apporter tout ça, parce que Betclic lui avait apporté des choses. Et j'ai trouvé ça super parce que d'une part, finalement le rôle de manager ou le rôle de CTO c'est quand même assez ingrat. Quand tout va bien, personne te dit merci, mais quand tout va mal, t'es le premier à recevoir. Donc d'avoir la reconnaissance finalement de quelqu'un que j'ai pu faire grandir, accompagner pendant un temps de sa vie, ça a été vraiment quelque chose de marquant pour moi. Et comme je disais tout à l'heure, pour moi la réussite c'est quand quelqu'un quitte l'entreprise en ayant appris beaucoup de choses avec nous et en ayant faire quelque chose d'encore mieux pour lui demain. Et d'ailleurs souvent quand il y a des gens qui quittent et qu'on a envie de les retenir, parfois je les retiens pas si je sens que ça a un intérêt pour eux, et je les retiens quand je leur dis gars, en fait ce que tu vas faire demain c'est pas plus intéressant que ce que tu fais chez Dashlane, donc reste chez Dashlane et tu repartiras il y aura plein d'opportunités pour faire mieux et plus grand demain, quoi. Donc voilà. Donc ça c'était vraiment c'est peut-être un petit peu symbolique, mais c'était vraiment un highlight intéressant. On donne son nom ou pas à la personne? Ouais. Oh bah oui, elle se connaît, c'est Maxime Sanglant. D'accord. C'est un... Eh ben, on lui passe un petit coucou. Voilà, on lui passe un petit coucou. Mais j'avais adoré son mail de l'époque. Grande personne aussi. Il est maintenant du côté de Nantes. Et à l'inverse, le pire moment... je sais pas si j'ai un pire moment. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui voit le verre à moitié plein. Donc effectivement, il y a eu des obstacles, il y a eu des difficultés. On a parlé de l'aventure DCF tout à l'heure. Ça a été finalement un peu dommage, un peu triste de finir comme ça. Quand je suis arrivé chez Betclic, j'ai trouvé une équipe qui était vraiment en souffrance aussi, qui était en grande difficulté. Ils avaient viré la moitié de Betclic avant que j'arrive. Et donc il y a des petits clans, etc. Donc ça a été très dur de rentrer dedans. Mais on est aussi là pour résoudre des challenges et des défis. Donc ça fait partie de notre rôle. Donc c'est quelle période que tu arrives chez Betclic? Du coup, c'est la période où ils vont déménager à Bordeaux, c'est avant? Non, pas du tout, c'est bien avant. Donc moi j'arrive chez Betclic alors fin 2012, après une période où en gros fin 2012 ou fin 2011, je sais plus, mais en gros il y a eu l'ouverture du marché, la régulation du marché français en 2010. Donc là, tout le monde s'est excité, tout le monde était comme des fous. Maintenant, on est enfin légal, on va pouvoir faire plein de business. La seule chose que les opérateurs n'avaient pas compris, c'est que oui, effectivement, c'était légal et le business a été multiplié par X. Mais par contre, maintenant, c'était devenu taxé. Et la taxation française, en particulier, elle était assez violente parce que les opérateurs de paris en ligne étaient taxés sur les mises, pas sur les gains. Donc, en gros, les gens se sont vraiment plantés dans leur business model. Et donc, 1 an après, Betclic fait des pertes abyssales parce que ils avaient énormément investi, mais il n'y avait pas les revenus qui allaient en face, parce que à cause entre autres de la taxation. Donc, les actionnaires de Betclic font rentrer un CEO que moi j'ai appelé un nettoyeur. Il est venu pour restructurer Betclic, assainir la situation. Et moi, j'arrive après cette année-là de nettoyage. Donc en gros, d'ailleurs, le CEO qui avait été nettoyé, entre guillemets, il est parti genre 1 mois après que moi j'arrive. Et moi, j'étais parmi les recrutements pour reconstruire derrière. En gros, il avait nettoyé la place, remis les choses à flot, et maintenant il fallait reconstruire et redévelopper le business. Donc j'arrive à un moment où, effectivement, alors je me suis un peu déchiré exactement, mais Betclic avait diminué de moitié en termes de taille d'équipe. Donc imaginez, vous avez une équipe de 300 personnes, il en reste plus que 150. En plus, je crois que ça avait été fait de façon un peu violente d'un point de vue humain. Donc là, tout le monde était en panique de dire est-ce que je suis le prochain de la prochaine charrette. Il y avait des petits clans qui s'étaient créés où chacun se protégeait un petit peu. Il n'y avait plus aucune vision. Les gens savaient pas où ils allaient puisque le gars, il était là pour nettoyer. Il n'avait pas été là pour construire la vision d'après. Donc il a fallu remettre tout le monde sur les bons rails, leur redonner de la vision, les refaire travailler sur les bons sujets, parce qu'il y avait des gens qui travaillaient sur des sujets qui étaient... il y a un certain nombre de choses qu'on a arrêtées assez rapidement après que j'arrive, parce que c'était juste, ça faisait pas de sens. Donc voilà, on rembarque tout le monde. Et anecdotiquement, je me souviens donc en arrivant chez Betclic, je fais souvent ça quand j'arrive dans les structures, en gros je vois tout le monde, je vois toute l'équipe en entretien individuel pour un peu faire connaissance et puis sonder qu'est-ce qui va pas, etc. Et j'ai un premier meeting avec une de mes managers hyper dur où là, elle me dit ouais, en fait finalement après la vague de nettoyage, j'espérais pouvoir prendre le rôle, donc t'arrives, donc c'est pas moi qui vais le prendre, donc je suis dégoûté. Et elle me balance ça au départ comme ça en disant bon je suis désolé, moi j'ai été recruté pour faire mon job, donc on va essayer de le faire ensemble. Je comprends ta déception que c'est pas toi qui a été nommé pour le faire, mais voilà, donne-moi une chance, essayons de travailler ensemble et puis on voit comment ça se passe.
Bah, ça a l'air d'avoir marché parce que 3 ans après, on était là tous les deux encore. Bon, après, moi, je suis parti, elle est partie aussi, mais pour d'autres raisons. Mais voilà, donc c'était extrêmement dur au démarrage et puis très intense. Mais entre guillemets, c'est aussi des beaux défis et des choses qui nous font grandir en tant que personne dans notre parcours professionnel. Et au final, ça a marché. Bah, au final, ça a marché. En tout cas, je pense avoir eu un impact chez BetClick. Je suis arrivé, si je pense aux personnes qui ont quitté BetClick après, dans les années après, déjà, elles ont fait finalement un nouveau cycle de professionnel. Moi, j'ai tendance à dire que les cycles professionnels, c'est 3 ans. Les personnes, elles entrent dans une structure pour 3 ans. Donc, si elles durent pas 3 ans, c'est souvent il y a un problème. Mais en tout cas, on est là pour 3 ans. Et l'objectif, en termes de pérennité, c'est si on arrive à faire repartir les gens pour un nouveau cycle de 3 ans, c'est qu'il s'est passé quelque chose de bien, parce que c'est-à-dire qu'on a réussi à les rembarquer dans une nouvelle aventure pour eux. Et en l'occurrence, chez BetClick, il y a un certain nombre de personnes qui, quand je suis arrivé, étaient au bout de leurs 3 ans et qui étaient en train de se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Il y a eu tout le monde qui s'est fait virer. Est-ce que je reste? Est-ce que je reste pas? Et on a réussi à repartir sur un cycle de 3 ans. Donc ça, c'était pas mal. Bon. Des réussites, mais est-ce que des gadins, des échecs, au BetClick ou ailleurs d'ailleurs? Ouais, pour moi, les plus gros gadins, finalement, c'est des gadins humains, finalement. C'est des personnes qui étaient pas au bon endroit au bon moment et qu'on a gardé trop longtemps, et ça c'est hyper dur parce qu'effectivement il y a des gens qui sont très compétents mais qui sont plus à leur place parce que la structure a changé et qui s'épanouissent plus, et ces personnes-là il faut savoir les accompagner pour leur dire va t'épanouir ailleurs, va t'épanouir différemment, et souvent on prend trop de temps à faire ça, et ça fait que pour ces personnes-là elles sont en souffrance sur la fin, et puis ça pénalise aussi le reste de l'organisation parce que tout le monde le sent, voilà. Voilà, donc surtout des gadins humains, de gens d'attendre trop longtemps sur ces choses-là. Et à chaque fois, je me dis que j'attends trop longtemps, et à chaque fois, je refais l'erreur parce qu'en fait, c'est hyper dur humainement de passer ces caps-là. Et après, le deuxième, pour moi, le deuxième échec. À chaque fois, tu refais l'erreur, du coup. Enfin, tu l'as fait un peu différemment parce que chaque contexte est différent. Mais a posteriori, je me dis à chaque fois, en fait, j'ai trop attendu. J'ai trop attendu parce que cette personne-là. Alors, tous les contextes sont différents, mais parfois, c'est en gros. Finalement, c'était pas la bonne personne pour le bon job et on aurait dû ne pas la garder dès la fin de période d'essai, tu vois, typiquement. Et parfois, en fait, on se dit ah non, mais finalement peut-être que ça va marcher. En fait, non, tu le sens intuitivement que ça va pas marcher et t'attends parce que t'as plein de choses par ailleurs et que t'es pas forcément non plus à fond sur tout. T'as la personne qui était là depuis hyper longtemps qui t'a dit je pense qu'il faut que t'ailles faire autre chose ailleurs. L'entreprise peut plus t'apporter ce que t'attends, mais par contre t'as un super parcours et tu pourras sûrement t'épanouir ailleurs. Et puis finalement la personne elle a du mal à tourner la page, et puis t'as du mal à lui faire tourner la page parce que elle est très compétente dans ce qu'elle fait, et voilà, donc c'est des discussions qui sont pas faciles. Ou des personnes qui là pour le coup parfois c'est un peu plus simple mais à la fois compliqué. La personne par contre elle est vraiment toxique pour l'équipe, mais c'est pas facile de la virer parce que la vie fait que administrativement, légalement, humainement, philosophiquement t'as envie de faire les choses bien, et puis ça prend du temps. Mais à chaque fois tu dis j'aurais dû aller plus vite. Et d'ailleurs c'est pas différent entre la France, les US, le Portugal, hein. C'est le même enjeu. On a tendance à dire ouais aux US c'est facile de virer les gens. En fait c'est pas vrai, c'est pas plus facile. Ah, alors là, pour le coup, effectivement, on a un peu cette perception. En fait, parce que les process, il y a pas de process. Donc, en France, quand tu rentres, il y a quand même l'humain qui rentre en ligne de compte. Mais il y a quand même l'humain, et finalement, le temps pour que les gens partent, finalement, le process va être ad hoc à chaque fois, mais il va prendre quasiment autant de temps que le process en France, qui est très structuré, où en gros, tu démarres le process, etc. Mais voilà. Donc ça, c'est le gros enjeu. Puis en fait, tout ça, c'est aussi lié au fait que souvent en tant que CTO t'es vraiment le nez dans le guidon, t'as plein de choses à gérer, t'as le business qui pousse, et il faut être capable de prendre du recul pour penser à demain, pas être que dans le court terme. Et il faut être capable de prendre du recul pour voir où est-ce que t'es en difficulté, et où est-ce que t'as des choses qui marchent pas bien pour être capable de les adresser. Et parfois en fait t'es tellement dans le quotidien et dans le run que tu les vois pas. Et c'est pour ça que c'est d'ailleurs intéressant de partager avec d'autres CTO. Il y a plusieurs communautés françaises de CTO, que ce soit TechRox ou Tech Leaders Club, etc. Toutes ces communautés-là, elles sont hyper importantes parce que ça permet aussi à soi, même avec son expérience, de se remettre en question, de partager des difficultés avec d'autres CTO qui ont les mêmes difficultés que toi. TechRox, je connais bien l'autre communauté dont tu parles, c'est en fait, c'est une communauté qui s'appelait CTO au départ, CITY-O, que j'avais co-créé il y a 5-6 ans, du coup à l'époque
à l'époque de BetClick, qui maintenant s'appelle Tech Leaders Club, qui continue à vivre sa vie. Voilà, donc il y en a plusieurs comme ça. Il y a plusieurs groupes finalement de CTO et d'ailleurs, finalement, ce podcast-là, c'est aussi, ça contribue aussi à la communauté de CTO à partager ses expériences. Donc, moi, je trouve ça super important dans notre rôle. C'est un rôle, encore une fois, qui est un petit peu ingrat, où t'es un peu tout seul dans ta structure. Tu vois, aujourd'hui, si je pense à Dashlane, j'ai mes bras droits, j'ai mes reports sur lesquels je m'appuie et avec lesquels on discute beaucoup, etc. Mais si je vois mes pairs, c'est le Chief Product Officer, mon patron, c'est le CEO. Alors bon, ils ont plus ou moins de parcours, des parcours avec des composantes techniques, mais t'es un peu seul. T'es un peu seul dans ce rôle-là, donc c'est important de pouvoir partager avec d'autres pour se remettre soi-même en question et puis pour s'inspirer des autres. J'ai une petite question pour rebondir par rapport au fait que tu dis souvent on sent les choses, on attend trop pour déclencher une discussion pour le départ de quelqu'un. Est-ce que ça t'est arrivé de le penser pour toi? Alors effectivement, moi, j'ai pas géré exactement comme ça, mais de toute façon, je me pose la question quasiment pas au quotidien, mais je me pose la question régulièrement. Est-ce que je suis toujours la bonne personne pour le job du jour? Et ça, c'est encore plus difficile, par exemple, dans des structures comme Dashlane qui sont en mutation constante, parce que peut-être que finalement, aujourd'hui, j'espère être encore la bonne personne, ou peut-être que demain, une fois que la structure a encore grandi, je serai peut-être plus la bonne personne. Donc, tu vois, se remettre en question et se dire, ok, est-ce que je continue à apporter de la valeur à l'entreprise, est-ce que je continue moi à m'épanouir? Voilà, ça, c'est un peu une question au quotidien. Après, finalement, dans mon parcours à moi, les choses sont faites assez naturellement, parce que si je pense à IBM, je leur devais 4 ans, et je savais que j'étais pas au bon endroit. Comment ça, tu leur devais 4 ans? Comme j'avais une bourse d'études, en fait, il y avait une sorte d'échange réciproque. Là, la formulation, elle est étonnante, quoi, c'est ça? Ouais, mais en gros, j'avais une bourse d'études pour mes années d'études, et en échange, je leur devais préférence pour 4 ans s'ils me donnaient un job. Ils m'ont donné un job, ça m'était c'est très bien d'avoir un job chez IBM, ça a été très enrichissant et très formateur, parce que en plus à l'époque, ils avaient encore beaucoup de moyens, donc j'ai profité des gradués de programme et ce genre de choses. Mais j'étais côté conseil, j'étais dans un rôle de conseil où finalement, c'est pas ce à quoi j'aspirais, parce que moi, je voulais vraiment plutôt travailler pour un produit, être entre guillemets, pas contribuer pour un autre, quoi, contribuer pour moi-même. Donc j'ai fait mes 4 ans, j'ai beaucoup appris, et puis au bout de 4 ans, je suis parti. J'ai fait ma part du deal. Chez VisiWare, j'ai passé 6 ans. Et en gros, il y a eu 3 périodes, 2 ans, 2 ans, 2 ans. 2 ans où j'étais sur du jeu sur mobile, 2 ans où on était plutôt sur le jeu sur la télé, et 2 ans sur le jeu sur le web. Donc je me suis vachement renouvelé. Donc c'était hyper intéressant. Et puis au bout de 6 ans, en fait, j'avais fait un peu le tour de la question. Donc c'était assez naturel pour moi de me dire, ok, c'est peut-être le moment de commencer à être un peu à l'écoute. Et puis finalement, il y a eu cette opportunité de faire la DCF, où là, j'allais être mon premier rôle de CTO en propre dans une aventure très start-up, assez différent du monde du jeu vidéo. Donc voilà, ça a été le passage. La DCF, ça s'est arrêté comme j'ai expliqué, donc là j'ai pas eu le choix. J'ai entre guillemets été viré parce que la structure a été fermée. J'aurais pu rester chez Vente Privée, mais j'avais pas envie parce que c'était une autre aventure et c'était pas pour ça que j'étais venu. Et puis BetClick derrière, c'était un défi très différent, comme je l'expliquais, essayer de reconstruire une équipe, essayer de redémarrer une aventure, voilà. Sur BetClick, c'est moi qui ai tourné la page. Je me suis dit ok, ça suffit. J'ai fait plein de choses hyper intéressantes, reconstruire l'équipe à Paris, reprendre l'équipe de Malte, monter un pôle développement à Minsk en Biélorussie, remettre tout le monde sur des rails. Mais c'est très compliqué politiquement. BetClick, c'est une structure où c'était dur. Hein, les choses se faisaient pas de façon simple, etc. Et puis à la fin, en plus, il y a un problème de relations humaines. Moi, je m'entendais pas très bien avec la CEO de BetClick. C'était pas un mystère. Et puis à un moment, j'ai dit, ok, je pense que j'ai fait tout ce que j'étais capable de faire chez BetClick. Pour aller plus loin et pour pouvoir continuer à apporter de la valeur, il aurait fallu que la structure soit différente ou que voilà. Et je sens pas être capable de le faire. Donc, il est temps pour moi de partir. Et donc après, il y a eu Dashlane et pour l'instant, ça se passe bien. Okay. Mais Dashlane, c'était encore une aventure très différente parce que je rejoignais Dashlane avec alors j'ai ultra simplifié, et, ils me pardonneront s'ils m'écoutent de l'entendre comme ça, mais j'allais devenir le patron de 2 des cofondateurs techniques, Jean et Guillaume. Donc alors là, tu te dis, comment ça se passe, parce que souvent les cofondateurs, c'est leur bébé, etc. Et il faut beaucoup de maturité d'ailleurs pour des cofondateurs de se dire, ok, nous on est peut-être arrivé au bout de ce qu'on veut, et pour pouvoir continuer à grandir, on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous coach, qui va nous accompagner pour la suite. Donc, en gros, ils recrutaient un CTO pour Dashlane pour aider la structure engineering à passer le prochain cap. Mais ça voulait dire aussi relâcher son bébé d'une certaine façon et accepter qu'il y ait quelqu'un qui allait finalement prendre des décisions.
Bon, la bonne nouvelle, c'est que 5 ans après, ils étaient encore là, les Jean et Guillaume. Mais c'est un vrai enjeu pour moi et on a passé pas mal de temps lors de nos entretiens de recrutement pour. Les deux cofondateurs, du coup, bon, ils lâchent leur rôle à ce moment-là, mais du coup, ils prennent quoi comme rôle? Bah, ils lâchent pas vraiment leur rôle, c'est juste que comme la structure grandit, moi je me suis inséré dans la structure, mais typiquement à l'époque, alors les choses ont changé après dans le temps, mais à l'époque, Jean, lui, voulait vraiment être plutôt dans un rôle d'architecte, de lead architecte, donc il a été vraiment notre architecte technique après mon arrivée, et Guillaume, lui, qui était finalement plus ou moins le CTO de fait, c'est lui qui faisait la partie people, la partie administrative, etc., et ça le saoulait, c'était pas ce quoi il avait envie de faire à ce moment-là, il est revenu plutôt sur effectivement, il a repris un rôle plus technique, plus un rôle de contribution, à construire le produit, etc. Donc moi je les ai un peu affranchis du rôle de en gros se taper remettre en place les process de recrutement, penser à gérer la partie un peu pénible contractuelle, administrative, etc. quoi, tous ces trucs là. Et puis après ils ont grandi tous les deux avec moi et puis avec la croissance de Dashlane. Et à un moment Jean il est parti à New York, donc quand on a commencé à faire grandir l'équipe à New York, il a pris un rôle de VP Engineering pour New York et c'est lui qui a vraiment construit l'équipe à New York, recruté, etc. Donc c'était un rôle qui était très différent pour lui. Et puis Guillaume aujourd'hui là c'est vraiment mon bras droit et entre guillemets à ce stade-là, moi je pourrais imaginer que je partirais et qu'il redeviendrait le CTO finalement en bouclant la boucle. Voilà, mais c'est comme ça qu'on a grandi quoi. D'accord, ouais, non, c'est vraiment atypique comme relation. Ouais, mais bon, c'est sympa aussi. Hein. CTO. Ouais, non, mais du coup, ils vont là où ils ont envie. Ouais, exactement. Et là où ils pensent apporter de la valeur. Et comment ils ont envie de grandir eux aussi. Aussi. Ouais. Ok. Ouais. Bah c'est. Ouais, non, c'est inspirant cet exemple. Et où ils ont envie de grandir. Et alors du coup, toi, t'en as un petit peu parlé, mais ça me fait un petit pont vers la thématique, j'ai envie de dire progression, qui je pense te tient à cœur, étant donné que t'étais investi dans des communautés de CTO. Comment tu fais toi pour grandir, progresser, te remettre en question? J'ai tendance à toujours me demander comment faire mieux. Et donc comment faire mieux, selon les époques et selon les périodes, ça a varié. Mais par exemple, un des enjeux que j'avais pendant un temps, c'était la prise de parole à l'oral, voilà, en public. Et d'ailleurs, c'est toujours un enjeu pour moi. Donc, faire cet exercice-là de podcast, finalement, c'est de la pratique pour progresser. Je parle trop vite. J'espère que je parle pas trop vite pour ces podcasts, mais je parle trop vite et j'articule pas assez, typiquement. Donc, il y a eu une époque où je me suis dit avec mon patron, OK, comment est-ce qu'on fait pour me faire progresser là-dessus? Donc, il y a eu plusieurs choses. J'ai eu un coach vocal pendant un temps pour travailler l'élocution, pour travailler le débit et le rythme. Et je pense qu'elle me gronderait si elle m'entendait aujourd'hui parler trop vite. mais ça, c'était important pour faire ce travail-là individuel avec quelqu'un qui te renvoie comment progresser. Et puis après, c'est beaucoup de pratique. Donc, je me suis forcé aussi à me dire, OK, je pratique au sein de Dashlane, prendre la parole en public vis-à-vis de l'équipe, ça fait partie de mon rôle. C'est naturel. Mais là, on est finalement entre nous dans un contexte plus rassurant. Mais il faut parler avec les investisseurs lors des boards. Il faut parler lors des conférences. Il faut être speaker dans des meet-ups, etc. Et je me suis forcé à beaucoup pratiquer. Alors, ça avait plusieurs intérêts. Ça me faisait pratiquer et progresser. Ça faisait aussi de la visibilité pour Dashlane. Ça me faisait apprendre moi parce qu'il faut que je restitue la façon dont je fais les choses et c'est toujours important de formaliser ses propres pratiques. Et puis il y avait l'échange avec les autres. Quand on t'entend, c'est pas une question de stress de parler à l'oral ou de on n'a pas l'impression en tout cas. Ouais, mais j'ai toujours le trac à chaque fois. Hein. Là, c'est finalement plus simple parce qu'on est en train d'enregistrer un podcast dans une salle chez Dashlane. On est juste tous les deux et puis je me dis si jamais on fait une boulette, j'espère que tu le nettoieras a posteriori. Mais ça reste toujours un exercice où il faut se mettre un peu en condition et se dire ok. De quoi on va parler, et puis là je suis finalement aussi dans ma zone de confort parce qu'on parle de Dashlane, on parle de moi, etc. C'est moins compliqué que quand il faut parler en public sur un sujet, même si c'est un sujet qu'on maîtrise, il peut y avoir des questions qui te déstabilisent. Typiquement, je trouve le plus dur que j'ai pu faire récemment, c'est
par exemple une intervention à la télé. Je suis intervenu sur BFM. Et ça, c'est hyper dur parce que c'est pas préparé. Les journalistes, ils veulent pas que tellement te préparer à l'avance. Alors, tu sais que ça va être sur la gestion de mots de passe, tu sais que ça va être sur Dashlane, mais ils aiment bien te balancer des questions un petit peu complexes ou te mettre un peu en porte-à-faux sur certains trucs. Et il faut réagir, essayer d'être compréhensible parce que tu sais que ça va être écouté par des gens qui connaissent pas ton domaine. Donc, essayer de vulgariser, d'être clair dans voilà. Et ça, c'est dur hein, parce que c'est en plus c'est temps réel. Hein. Ok, moi j'ai vu que tu avais fait aussi des conférences en anglais sur le triple track. Tu peux peut-être. Ouais, j'ai beaucoup parlé de l'organisation, de l'évolution de l'organisation des équipes chez Dashlane. Ça c'est on parlait d'apprentissage un peu, d'apprentissage en continu. Pour moi, on doit être tout le temps en adaptation, tout le temps en évolution constante. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je pousse beaucoup les équipes à dire, ok, c'est quoi notre prochaine évolution, c'est quoi notre prochaine adaptation. On a fait ces changements-là et c'est quoi les prochains changements pour s'adapter aux besoins du business du moment. Et donc le triple track, ça a été pour la chaîne finalement, c'est juste la phase dans laquelle on est aujourd'hui, mais quand je suis arrivé, si je simplifie, Dashlane avait mis en place du Scrum, de l'Agile en mode hyper orthodoxe, etc. Ça marchait pas mal, mais ça avait créé un peu des silos d'équipes. Donc on a rajouté une notion de portfolio pour essayer d'avoir plus d'alignement entre les différentes équipes. Et puis après, on s'est remis en question. En 2017, on est passé à un mode feature team. On avait des gros enjeux sur l'investissement technique. On avait du mal à faire notre investissement technique. On a rajouté ce qu'on appelait les plateformes squad. Donc c'est là où on a créé la dual track. On avait en fait des équipes qui étaient plutôt orientées business et des équipes qui étaient plutôt orientées fondamentaux techniques. Et ça marchait pas mal, mais en fait, on avait des missions côté business qui étaient assez éphémères. On avait travaillé sur un sujet pendant 6 mois, 9 mois, etc. Puis après, on passait à autre chose. Ce qui marchait bien à l'époque parce qu'on avait besoin de flexibilité. On était en train de se chercher. Aujourd'hui, on a un business qui est finalement plus stable, dans lequel on a besoin de continuité, on a besoin de pouvoir travailler plus long terme sur des pans fonctionnels du produit. Donc on a rajouté une track de teams qui sont plus des pure feature teams en réalité, avec de la constance et de la pérennité dans le temps. Voilà, donc c'est notre triple track. Et puis voilà, on continue à itérer, on continue à se remettre en question, à comment est-ce qu'on trouve le bon équilibre qui va bien pour Dashlane. Ok. Donc progression sur la prise de parole. Est-ce que Enfin, je crois que tu lis pas mal aussi. Ouais, je lis beaucoup. De toute façon, c'est finalement, en tout cas, moi personnellement, j'apprends de deux façons, ou peut-être de trois façons. J'apprends en faisant mon job. Ça, c'est la façon numéro 1. Toutes les expériences qu'on gagne, tous les défis qu'on a devant nous, c'est une façon d'apprendre. J'apprends beaucoup auprès des autres. Là, je parlais des CTO, mais j'essaie aussi passer beaucoup de temps avec nos équipes marketing, nos équipes sales pour apprendre aussi leur métier, parce que je pourrais mieux répondre à leurs enjeux si je comprends mieux leur métier. Donc, typiquement, il y a 2 ans, j'avais demandé à mon patron de pouvoir aller découvrir la partie finance. Donc, j'ai fait un petit cursus de finance pour les execs à l'INSEAD, et ça a été très enrichissant, très très dur, parce qu'en gros c'est crash course finance, etc. Mais au moins aujourd'hui je comprends mieux les enjeux d'un PNL et comment fonctionne la partie finance de l'organisation. Donc, voilà, donc c'était combien de temps C'est 2 semaines. Hein. D'accord. C'était super. Je sais pas que l'INSEAD faisait des. Si, ils ont en mode exec course, ils ont des introductions à la finance, des introductions au marketing, etc. Et ils ont pas mal de portfolios. Alors ça, c'est hyper intensif pendant 2 semaines. Tu vas être vraiment dans le bouffe à fond. Mais c'est hyper enrichissant. Et puis derrière, du coup, voilà. Et c'est pas que des choses que j'ai utilisées au quotidien, parce que encore une fois je suis pas le CFO, mais au moins quand notre CFO nous présente les chiffres, le budget, etc., je comprends comment ça a été construit, et voilà, j'ai une meilleure compréhension de ce rôle-là. Et c'est important en tant que CTO d'être capable d'être un peu polyvalent et de bien comprendre les enjeux du business. Voilà, donc j'apprends auprès des autres, et puis après, comme je disais, j'apprends aussi en lisant, en m'inspirant de ce qui est écrit par les autres. Voilà. Alors, à la fin, tu fais un peu ton pot pourri de tout ça. Tu conseillerais un bouquin? Ou 2. Ouais, si pour tout ce qui est leader technique, The Manager Path de Camille Fournier, c'est vraiment un bon point d'entrée. Elle a très bien écrit sur la progression justement d'un manager dans le monde technique, comment accompagner les équipes et comment grandir sur la track managériale. Donc ça, The Manager Path de Camille Fournier, c'est super. Moi, j'ai bien aimé aussi. Alors là, on est plutôt dans le monde du roman, mais j'ai bien aimé ce qu'on appelle la trilogie. En fait, il y a un vieux bouquin qui s'appelle The Goal de Goldratt, qui est un vieux bouquin des MBA des années 80 qui parle de l'introduction
de tout ce qui était pratique Lean et pratique Toyota dans le monde de l'industrie, quoi, dans les usines. Ouais. Et finalement, bien des années après, il y a eu un bouquin qui s'appelle The Phoenix Project, qui était finalement un hommage à ce bouquin The Goal, mais là plutôt dans le monde de l'IT. Et puis derrière, ils en ont fait un deuxième, il y a plus récemment, 10 ans après, qui s'appelle The Unicorn Project. Et tout ça, c'est des romans. Et donc, c'est assez agréable à lire, mais ça te met vraiment en évidence comment remettre en question tes pratiques et comment essayer d'avoir une approche plus moderne de ton job. Donc, aujourd'hui, moi, j'encouragerais à lire The Unicorn Project, mais si on aime bien l'historique, on peut aller relire les précédents pour s'amuser à retrouver à peu près le même fil conducteur, mais dans un environnement différent. Ok. Si je te posais la question, Dashlane, ça a l'air de t'épanouir à fond, mais ton prochain poste, idéalement? En fait, mon prochain poste, là, pour l'instant, à court terme, il est, c'est que, en tant que CTO de Dashlane, je vais partir à New York. Donc ça va être déjà un gros changement de vie personnelle et puis finalement d'organisation professionnelle, même si c'est fondamentalement toujours le même rôle. Donc ça, c'est plutôt le gros enjeu de demain. Alors évidemment, avec les histoires de visa, de Covid, etc., ça a été un peu compliqué à mettre en œuvre, mais l'enjeu, c'est 1er janvier à New York. Donc voilà, ça marche. Donc ça va être intéressant, un peu une nouvelle façon d'appréhender les choses, de gérer l'équipe un peu différemment, parce que là je suis à Paris avec le gros de l'équipe qui est à Paris. On est un peu distribué avec le mode Covid, mais en tout cas en France, même s'il y a des équipes à New York, même s'il y a des équipes à Lisbonne, ça va être une nouvelle approche, une nouvelle culture, donc ça va être intéressant. C'est planifié pour quand ça? Fin d'année normalement. Fin d'année? Ouais. On a rendez-vous au consulat le 2 septembre pour le visa. On verra si ça marche, parce qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué, les visas côté US, mais on espère ça d'ici la fin d'année. Donc voilà, ça c'est un peu la prochaine étape finalement de mon cycle de professionnel chez Dashlane. Je parlais de ces cycles de vie. Là, je vais redémarrer un nouveau cycle côté New York. Donc on verra comment ça se passe et puis après on verra. On verra de quoi l'avenir est fait. Ok. Est-ce que tu as un proverbe ou une devise? Je parlais tout à l'heure du fait que ma personnalité était beaucoup voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et ça, je pense que c'est important d'avoir une approche un peu optimiste de la vie et du monde du travail, parce que sinon, déjà on passe beaucoup de temps au travail, donc autant un peu se faire plaisir et s'épanouir. Alors effectivement, il y a des difficultés, il y a des choses, mais on est là pour les résoudre et puis on est là pour tous progresser ensemble. Donc il vaut mieux voir le verre à moitié plein. Ok. Une petite question, sans faire journaliste de BFM, mais une question peut-être inattendue. Est-ce que tu as eu ou est-ce que tu as un surnom dans le monde professionnel? Alors, pas que je sache. Il faudrait demander aux équipes, peut-être qu'ils... T'en as pas connaissance? Non, j'en ai pas connaissance. Non, il y a toujours le débat de ce que les gens m'appellent Frédéric ou Fred, mais c'est pas vraiment un surnom, c'est plus une appellation. Non, j'en ai pas connaissance. Dans les petits trucs marrants sur lesquels les équipes me vannent, c'est plus... j'ai 3 filles, et donc il y avait une période, surtout quand je suis arrivé chez Dashlane, où j'étais à ma 3e fille avec des nuits très compliquées, et donc je me redormais très régulièrement en réunion. Donc ça, c'est resté comme... si Fred s'endort au milieu d'une réunion, c'est normal, et ça veut pas dire qu'il est pas en train d'écouter, parce qu'il y a son cerveau qui continue à fonctionner derrière. mais ça, c'était dans les petites blagues. Non, sinon, je sais pas. En tout cas, je suis pas au courant. Okay. J'ai peut-être des surnoms sans le savoir. Et peut-être pour terminer, est-ce qu'il y a une question que je t'aurais pas posée et que t'aimerais que je te pose? Je sais pas si c'est une question que tu aurais pu me poser, mais en tout cas, moi je vous encourage tous à utiliser Dashlane, si vous connaissez pas. Non, mais ça paraît... je suis toujours un peu étonné du fait qu'en particulier même dans des populations techniques, les gens ne prennent pas les bons outils. Avoir un gestionnaire de mot de passe, pour moi, c'est un must-have aujourd'hui. Tu peux pas survivre sans avoir un gestionnaire de mot de passe, parce que tu as en réalité des centaines d'identifiants, et donc il faut avoir un gestionnaire de mot de passe, que ce soit Dashlane ou un autre, mais il faut en avoir un, et il faut s'outiller pour juste se faciliter la vie, quoi. Donc voilà, utiliser Dashlane, de même façon qu'il faut utiliser des brosses à dents. Ça pourrait... Ça pourrait être ta prochaine devise. Ouais, mais c'est prochain proverbe. C'était le sujet. J'ai fait un TEDx pour Centrale Supélec qui a monté sa propre franchise TEDx, et donc je suis allé parler auprès des étudiants, et c'était un petit peu le fil conducteur de mon talk, parce que voilà, j'ai essayé de trouver un truc un peu fun pour parler d'hygiène numérique, et donc j'avais fait ce parallèle avec l'hygiène dentaire. Donc comme ça a marché, je le réutilise. Ok, il faut. Écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Participé. Merci de m'avoir écouté. Et puis on te souhaite plein de chouettes aventures
Bah, côté US. Merci beaucoup. À bientôt. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt. Oh,